Cette conquête spatiale, je vous le dis, n'est décidément qu'un spectacle, un leurre. La preuve définitive de l'arnaque. Allá, viene una tormenta. What did he just say? He said there's a storm coming in. Viano tormente. What'd you say? I said there's a storm coming. There's a storm coming, Ari. There is a storm coming! There's a storm coming. There's a storm coming, Mr. Wayne. There's a storm coming, brother. There's a storm coming. There's a storm coming, Dr. Suresh. There's a storm coming. There is a storm coming, a black and terrible storm. There's a storm coming! I sense there's a storm coming. There's a storm coming! Alice says there's a storm coming. There's a storm coming. Storm's coming. Storm coming soon. A storm is coming, Frank says. A storm is coming. Our storm. Storm's coming. Storm's coming. There's a fucking storm coming, man! Storm's coming. Storm's coming. Storm's coming. The great storm is coming! The wind that overturns the land! The storm is coming. There is a storm coming. Hey, Cody, there's a storm coming. A storm is coming. There's a storm coming. There's a storm coming, Frank. Storm coming, kids! Let's get inside! You can't sleep outside. There's a storm coming. Storm's coming. Oh, you all better get your umbrellas out because there's a storm coming! Come on, Jorge, give it to him! There's a storm coming. What? There's a storm coming, buddy. There's a storm coming. Schopenhauer disait « Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, puis elle subit une forte opposition. Et finalement, elle est considérée comme étant évidente. » Mais là, je vous le dis, nous n'en sommes vraiment pas là aujourd'hui. Pour le moment, c'est le temps des moqueries intégrales et de l'opposition généralisée. Et comme mes contradicteurs n'ont pas vraiment d'arguments, ils sombrent dans le grotesque et même parfois dans le trash. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. On se souvient que le gouvernement Hollande avait lancé un site ontemanipule.fr pour lutter contre les idées allant à l'encontre de la pensée unique, de la pensée officielle. Donc des youtubeurs ont été embauchés à l'époque pour cette sale besogne, et certains officiellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres professionnels de la vidéo sévissent encore à visage couvert, sans jamais dire pour qui ils travaillent et pourquoi ils ont accepté de faire le job. La vérité, c'est que la vérité est un combat et que le système ne veut surtout pas que vous vous posiez des questions. Nous avons donc fait le tour des mensonges de la NASA. Réalisé que nous ne savions même pas quelle était la forme véritable de la Terre, ni à quoi la Terre ressemble vraiment vue de l'espace, ni même si l'espace existe réellement. À propos de la conquête spatiale, il y a quand même un gros problème que nous n'avons pas suffisamment abordé et dont on oublie trop souvent de parler. Il s'agit du vide, l'absence de pression atmosphérique. C'est un vrai problème pour la NASA. Au tout début de la conquête spatiale, dans les années fin 50, début 60, il y a eu toutes sortes d'expériences et d'entraînements justement pour régler ce problème. Alors je parle bien de pression, problème de pression, ce n'est pas un problème d'apesanteur. Nous parlons, qu'on soit bien d'accord, de pression. Vous comprenez bien que dans le vide, tout se met à gonfler.
voyez les ballons sondes qui finissent toujours par éclater lorsqu'ils atteignent une certaine altitude. Vous savez également que si vous mettez de l'eau à condition de vide, elle va se mettre à bouillir. C'est sous l'effet d'une pression zéro. À température ambiante, l'eau se met à bouillir. Or, on sait bien que le corps humain est composé à 60% d'eau. Les ingénieurs de la NASA ont donc testé toutes sortes de combinaisons pour pallier au problème du vide. Et devinez quoi? Une des rares expériences disponibles sur le web nous montre que le cobaye est tombé en syncope et il a fallu arrêter l'expérience de toute urgence. Jim LeBlanc was the test subject in the vacuum chamber. Cliff Hess, the supervising engineer outside. Jim, while you're exercising, I'd like you to stay intermediate all the time, okay? I'm pretty cool right now. Okay, well, you'll warm up here in a minute, so let's stay right here if you can stand it. The testing started just normally, like they all do. And Jim was at a vacuum in the spacesuit. Well, I feel pretty good here. With all the air sucked out, all that protected him was his pressurized suit. Then something happened. I heard over the headset that he was losing suit pressure. The tube pressurizing his suit had become disconnected. He was in serious danger. There really wasn't any feeling. It was just happening so fast, trying to get the chamber back to a safe pressure and Jim to a safe pressure was inside the suit. As I stumbled backwards, I could feel the saliva on my tongue starting to bubble just before I went unconscious. And that's kind of the last thing I remember. Essentially, he had no pressure on the outside of his body, and that's a very unusual case to get, and there's very little in the medical literature as to what happens when you have that. There's a lot of conjecture, that your fluids will boil. Within 25 seconds, a co-worker, sitting in a partially pressurized antechamber and wearing an oxygen mask, was able to dash in. At the normal rate of repressurization, it would have taken 30 minutes to make the chamber safe. Hess repressurized it in just over a minute. That's much, much faster than you would ever come down in an airplane. It would really hurt your ears if you did that. Finally, it was safe to let a doctor in. Miraculously, LeBlanc had already regained consciousness. When I stood up in the chamber, I felt fine. My ears ached a little bit from the course of rapid repressurization, and that's basically the only effect I had. This was one of the few instances where anybody was ever exposed to that low of a pressure and lived to tell about it with no obvious damage. Such an accident in space would have been fatal. But thanks to testing like this, no astronaut has ever had to face a similar situation. Depuis cette époque, aujourd'hui, on nous montre des entraînements en piscine pour simuler l'apesanteur. Mais je vous le répète, le problème n'a jamais été l'apesanteur, c'est le vide de l'espace. Ce problème a-t-il été résolu? La NASA nous montre effectivement un rare test réussi en chambre sous vide. Et il faut voir l'espèce de coffre-fort impressionnant où cette expérience est réalisée. Pour ma part, je ne sais même pas si c'est possible. Mais comme vous allez le voir sur ce document, les trucages sont visibles et même j'ai bien peur qu'ils soient évidents. Remarquez qu'on ne voit pas entièrement la bouteille d'eau qui se met à bouillir. C'est curieux, n'est-ce pas? Et quant aux gants qui éclatent, difficile de dire si c'est sous l'effet du vide qu'il éclate ou si c'est parce qu'on lui a injecté de l'air comprimé. On a déjà vu, en tout cas, des magiciens plus subtils en matière de trucage, non? Je vous l'ai déjà dit,
Ils nous prennent vraiment pour des zozos, des oies qui n'ont qu'à gober ce qu'on leur donne. Alors, on nous parle depuis toujours des problèmes de température. On nous explique comment les combinaisons sont conçues pour garder la température du corps constante à l'instant T, alors que l'exposition aux températures peut passer de 100 à moins 100 degrés en un instant. Alors est-ce qu'il est protégé entièrement par sa combinaison ou est-ce qu'on a fait une opération avant d'ouvrir le sas? Voilà un homme qui, lorsqu'il avait sa poitrine exposée au feu du soleil, se trouvait dans cette partie de son corps à une température externe de 100 degrés, alors que son dos était à environ moins 100 degrés, avec une différence de 200 degrés centigrades, et il faut assurer l'équilibre, et on ne peut l'assurer que de l'intérieur. C'est là le grand mérite des techniciens russes qui ont mis au point ce scaphandre spécial, d'avoir fait cette enveloppe qui est comme une coquille d'œuf qui protège cet homme si vulnérable, dans un milieu aussi redoutable. Mais en réalité, c'est pour mieux nous faire oublier ce problème de la pression zéro du vide. Le vide, quand on parle de combinaison, il n'en est plus jamais question. Et pour nous enfumer avec ses prouesses technologiques, la NASA n'hésite pas à recourir à des effets des plus comiques en plus. Voyez plutôt. L'homme a conquis le feu, maîtrisé le métal et façonné la machine qui lui permet enfin de se dégager de la puissante étreinte de la pesanteur terrestre. Mais l'homme, mécanique de précision, est-il, lui, façonné pour survivre dans le monde étrange et hostile de l'espace? Au départ des fusées actuelles, l'astronaute est soumis à 8 fois la pesanteur normale. Et certains organes, comme le foie, se trouvent déplacés de 18 cm. Mais les fusées futures seront encore plus puissantes et leur accélération au départ plus grande. Le rugissement de moteurs de plus de 3000 tonnes de poussée mettra à dure épreuve le système nerveux des astronautes. Combien de rotations minutes l'homme peut-il supporter? Ceci est important à déterminer car il peut arriver qu'un vaisseau spatial se mette en rotation tout en continuant sa trajectoire. Après un entraînement approprié, de nombreux sujets peuvent supporter jusqu'à 160 rotations minutes sans perdre leur maîtrise oculaire et musculaire. Il prépare dans un laboratoire de Californie son futur voyage dans l'espace en dehors de la capsule. Avec sa panoplie, au lieu de nager dans l'espace comme un pantin, il va pouvoir se mouvoir pratiquement comme s'il était sur la Terre. Bref, dans quelques mois, quand il partira pour la grande aventure, il sera déjà familiarisé avec les traîtrises du cosmos. Grâce à cet ingénieux système, on est arrivé à simuler la locomotion lunaire. Soutenu à un angle de 15 degrés par rapport au sol, les 5/6 du poids de cet homme sont soutenus par des câbles. On leur avait accordé ce rêve qui nous est cher entre tous, celui de la non-pesanteur. Un roman de science-fiction. Équipé selon les derniers perfectionnements de la technique pour résister aux plus basses pressions et au rayonnement cosmique, placé dans une cabine pressurisée de 2 mètres sur 90 cm, le Major Simmons devait s'élever à bord d'un ballon couvert d'une enveloppe de plastique jusqu'à 35 400 mètres d'altitude. Ayant été le premier homme à contempler la nuit interstellaire, il atterrissait après 32 heures d'une ascension sans précédent qui lui avait permis de contempler le globe sur une étendue de 1500 km. Alors, croyez-vous que ce problème du vide a été résolu et que les astronautes peuvent vraiment se promener dans le vide intersidéral sans dommage dans leur pyjama de l'espace? Si Andy se posait sur la surface de la Lune sans combinaison spatiale, voici ce qui lui arriverait. Dans le quasi-vide de l'espace, les gaz présents dans son corps se dilateraient. Son sang paraîtrait en ébullition du fait de l'expansion rapide des gaz émis dans le flux sanguin.
Andy ne tarderait pas à ressentir les effets d'une autre caractéristique de l'espace, le manque d'oxygène. Après avoir été plongé dans le vide et privé d'oxygène pendant 20 secondes, Andy troquerait ses ailes d'astronaute contre d'autres, d'un genre plus définitif. Il s'agit donc de fabriquer une combinaison que l'on puisse remplir d'air pour compenser l'absence d'atmosphère et qui doit offrir souplesse et flexibilité. Cette conquête spatiale, je vous le dis, n'est décidément qu'un spectacle, un leurre. Alors, je ne m'attarderai pas sur ces questions autour de la NASA que j'ai déjà largement abordées. Si ce n'est peut-être, allez, pour vous montrer ce document déniché par les chercheurs de vérité et qui me paraît être la preuve définitive de l'arnaque. Regardez bien la main de l'astronaute au premier plan à droite. Il accomplit un geste spontané, comme un réflexe, comme lorsque l'on veut retenir quelqu'un qui tombe. Or, au lieu de prendre son collègue par la taille, sa main se referme instinctivement sur quelque chose, un filin invisible. Au même instant, c'est tout son corps qui est entraîné vers son compère. C'est donc bien que sa main a exercé une force. Comment expliquer le comportement de cette main et la force d'attraction exercée en retour sur son corps autrement que par la présence d'un filin qui maintient l'astronaute dans une fausse apesanteur pendant qu'il fait sa galipette? Pour ma part, je n'ai pas d'autre explication en tout cas. Nous reviendrons encore sur la NASA dans d'autres émissions, mais pour l'instant, fermons cette page.